Et donc, on peut passer à notre 5e et dernier joueur du jour. C'est Jalen Brunson. 35 minutes par match pour Brunson. 77 matchs. Plus de % d'efficacité relatif à la moyenne. Donc, autour de la moyenne, grosso modo. Mais sur un usage de 33%. Et là, je parle de l'usage de Basketball Référence qui ne prend en compte que le scoring et pas le passing. Mais on est vraiment sur l'explosion au plus haut niveau pour Jalen Brunson. À un niveau où, d'ailleurs, on l'espérait même pas, en fait. Oui, bah, clairement, au final, c'est sa 2e saison au Knicks, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et c'est vrai que sa première saison au Knicks avait déjà été un peu une explosion en soi, parce qu'il y avait eu les responsabilités, etc., qui étaient arrivées. Et il y avait toute cette histoire du pull-up et du tir à 3 points, qu'il n'avait pas forcément à Dallas, qui était arrivé aussi, donc ça l'avait fait passer dans une autre caste. Et cette saison, c'est allé encore plus haut. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 6e plus gros usage rate de la ligue. Tout simplement, de Cleaning the Glass. Donc, c'est vraiment, on est passé sur presque une attaque héliocentrique de Jalen Brunson, mais pour plusieurs raisons quand même, je pense. Parce que, mine de rien, il a joué 77 matchs, mais au Knicks, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué 77 matchs, avec soit les trades ou toutes les blessures qu'il y a eu. Et donc, je pense que je suis content d'avoir Jalen Brunson aussi pour dire que c'est pas c'est pas un porteur de balle héliocentrique comme les gens le pensent, comme cet usage pourrait laisser penser. Et parce que il y a quand même, mine de rien, du coup, alors sur le positif du on-ball, il y a quand même un jeu et une maîtrise du pick and roll qui est assez incroyable. Il y a la plus-value de, quand même, s'il y a un switch, il peut créer soit face au gros, ou même parfois il peut créer sur de l'isolation, donc sans demander un pick, sur du post-up face à des petits. On l'a vu toute la saison, même en play-off. Mais du coup, ce que je voulais dire, et c'est pour ça que je suis content de l'avoir, et je suis content que tu me l'aies donné, c'est qu'il y a une certaine malléabilité, quoi, avec une certaine flexibilité, et qu'on voyait notamment sur le début de saison avec Julius Randle, parce que Jalen Brunson, il peut être mis off-ball, et il a un certain jeu off-ball, et je crois que sur les tirs en spot-up, ça représente quand même 11% de son jeu, pardon. Et c'est tout simplement, donc, le joueur le plus efficace de NBA sur les spot-up. Et ça représente 10% de son jeu. Et du coup, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça ? C'est que cet usage, faut peut-être pas s'y méprendre, c'est un joueur qui a un volume de responsabilité, et il a réussi à l'encaisser toute l'année en étant plus efficace que la moyenne, 102 de true shooting plus du coup. Mais malgré tout, je pense que c'est pas un joueur héliocentrique, on va dire dans la caricature du joueur héliocentrique. Et donc je trouve qu'il y a aussi une petite valeur en plus de ça quelque part sur Jalen Brunson, quoi. Alors juste pour dire, au niveau des spot-up, c'est pas que des tirs en spot-up, c'est des situations en spot-up. Donc parfois ça peut être aussi je reçois la balle en spot-up et je drive, tu vois. Donc il y a pas que des catch and shoot, je veux dire. Donc pour ça on peut aussi regarder les catch and shoot, mais je te rejoins sur cet aspect de en fait comparé au standard en fait de joueurs héliocentriques, comme on dit, donc autour de qui tout va tourner, qui ont un gros volume, etc. C'est vrai que par rapport à ces standards, on est quand même sur quelqu'un de très polyvalent. Après, c'est parce que les standards de ce type-là sont quand même assez bas en termes de rigidité de profil. Mais non, mais c'est vrai que c'est une vraie valeur. Et je pense que le point principal, c'est aussi à quel point est-ce que le shoot fonctionne. Le shoot à 3 points. Et ne serait-ce que cette menace, comme tu dis, un spot-up en catch and shoot. On a quelqu'un qui enchaîne pour une 2e année consécutive un 40% à 3 points. Et qui, en fait, si tu prends depuis 4 ans, il a fait 4 saisons, il a fait 3 saisons sur 4 à plus de 40%. Et si on fait la moyenne globale, il est 40% aussi sur 4,5 tentatives par match. Et ce qui est bien, c'est que cette année, et même un peu l'an dernier, mais cette année de plus en plus, on voit apparaître le pull-up à 3 points. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bon shooter depuis le début. Donc déjà, il y a ce côté où, en fait, il y a cette simple polyvalence-là, en fait, cette simple flexibilité de au moins, au grand minimum, tu peux le mettre à côté d'un Randle qui va créer son truc au poste bas. Il peut au moins être dangereux à 3 points, il va être respecté à 3 points. Donc ça, c'est bien. Mais en même temps, on a aussi ce truc de, en fait, pour moi, ce qui est assez incroyable avec Brunson, c'est que il n'arrête pas de passer les étapes. Et à chaque fois, tu dis, bon, ça y est, on arrive au maximum. Et en fait, à chaque fois, l'obstacle est franchi et on prend la marche d'après, quoi. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est que il commence à Dallas, on va pas faire tout le parcours, mais il passe de un joueur de banc à finalement il explose en 2022 en un titulaire qui s'impose alors qu'on a déjà un autre porteur de balle dans l'effectif. Donc ça, c'est assez admirable, entre 21 et 22. Ensuite, en 22, il fait une bonne année free agency à New York, free agency entre guillemets, parce que bref, les Knicks, ils sont très forts. Mais donc il va aux Knicks, on se dit, c'est pas pareil d'être le titulaire à côté de Doncic et de devenir avoir son équipe. Et là, il passe
passe le test sans problème. Et là, cette année, c'est encore plus. C'est pas juste, je suis un peu au centre du projet, je suis encore plus au centre du projet. Le volume a continué à augmenter. Et là encore, l'étape est passée sans problème. Donc j'ai hâte de voir l'an prochain, tu vois, Baptiste. Qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? Est-ce que là, actuellement, au moment où on parle, en octobre, on se dit non, je pense pas qu'il fera une saison All-NBA First Team. Je suis pas sûr qu'il ait ce potentiel-là quand même. Ok, rendez-vous en mai. On verra ce qui se passe. Moi, je prends pas ce pari. Hein. Moi, je prends pas ce pari. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Il faut apprendre. Non, mais tout ça aussi pour dire que, tu vois, en termes d'efficacité, par exemple, on est seulement à plus de 2% relatif à la moyenne, alors que l'an dernier, on est dans la même zone que l'an dernier, hein, grosso modo. Donc, c'est pas si efficace que ça. On est comme l'an passé, mais sauf que on le fait sur un plus gros volume. Donc déjà, ça en soi, c'est quand même assez appréciable. Le fait de faire la même chose sur beaucoup plus, ça fait aussi partie de... Enfin, c'est mieux, c'est forcément mieux, mais il y a tout un aspect, en fait, au-delà du scoring, qui tout de même est important, mais tu vois, on n'est pas sur du 1 pour 1 avec d'autres mecs qui seraient avec des efficacités un peu juste au niveau moyen et pas plus. Il y a toute une valeur aussi de création collective qui part, en fait, du pick and roll de Brunson. Exactement. Et déjà, je pense que du coup, la grosse valeur de Brunson, c'est un peu cette capacité à driver, parce qu'en volume, c'est le deuxième de NBA derrière Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, on a un peu parlé, mais enfin, à Dallas, je sais pas si tu te souviens, mais c'était en termes d'efficacité le meilleur driver de NBA, quoi. Ouais. Et là, il est 20e, je crois, voilà, il est 20e. Enfin, attends, non, juste pour dire, le meilleur driver de NBA en termes de, sur les tirs tentés en fin de drive, mais pas sur l'efficacité globale, oui. Quand tu rajoutais les lancers francs, etc., il était seulement top 5, top 10, je crois. Mais non, et sur le côté efficacité, sur les tirs pris en fin de drive, et sans les lancers francs, c'était le meilleur de NBA en 2022, ouais, tout à fait. Et ça a un peu baissé. Bon, voilà. Mais du coup, sur ce côté-là, ça a un peu baissé parce que le spacing des Knicks. Et je pense que sur la réussite en fin de drive, c'est vraiment quelque chose où le contexte peut peut-être un peu influencer. Et c'est vrai que du coup, c'est pas l'exercice du jour, mais avec Karl Anthony Towns, on peut projeter peut-être pas un retour à la première place, mais peut-être passer là il est 20 ou 21e à retour dans le top 10 ou dans le top 5, et donc peut-être encore une marche en efficacité, etc. Mais du coup, voilà, sa grande force, c'est sa capacité finalement à driver et à aller au panier, parce que finalement, une des problématiques, on va dire, qu'il a, et ce qui fait que je pense qu'il l'empêche de passer le step ultime, c'est sa taille, mine de rien, qui l'empêche de trouver des angles de passe, etc., dignes des meilleurs playmakers, tu vois. Même un Shai Gilgeous-Alexander qui en volume n'est pas forcément énorme, il est capable de trouver des angles que Jalen Brunson trouvera jamais, quoi, parce qu'il est tout petit, etc. Bon, le point positif, c'est qu'il perd pas de ballon, mais du coup, cette petite taille et ce petit centre de gravité, ça l'aide à beaucoup driver, finalement, Jalen Brunson. Et ce que je voulais dire, oui, c'est que même en termes, en fait, je trouve ce qui est assez dingue, c'est en termes de respectabilité par rapport à la saison passée, je trouve que il a vraiment pris un step. Et alors peut-être que c'est parce que je suis fan des Knicks et que je l'adore, etc. Mais je trouve qu'il y a une stat qui est assez marrante, et peut-être que je me trompe complètement dessus. Mais en fait, quand il est sur le terrain, les Knicks prennent plus de rebonds offensifs, et j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est forcément vrai, mais en fait, il y a beaucoup de tirs qu'il prend, parce qu'en fait, la défense sur le pick and roll va monter sur lui, et donc lui, en fait, s'il prend le tir, soit il le met, soit il y a Mitchell Robinson qui n'a plus son défenseur sur lui au rebond offensif. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu même en play-off, parfois, surtout face aux Sixers, où en fait, il y a beaucoup de tirs qu'il prend, pas forcément pour les mettre, mais parce que ça fait presque 2 tirs en 1, parce que s'il le rate, il y a Mitchell Robinson qui est souvent pas très loin, quoi, et qui est libéré par du coup la défense du pick and roll qui s'est resserrée sur Jalen Brunson. Donc ouais, je trouve qu'en fait il y a même beaucoup de situations qui sont créées par ce floater game, ce in between game, ou par tout simplement la gravité qu'il a réussi à générer au cours de la saison, enfin à gagner, en fait, la respectabilité qu'il a réussi à gagner depuis qu'il est au Knicks, quoi. C'est ça, ouais. Il est top 20 en termes d'efficacité sur drive, donc en productivité générale, hein, de efficacité layup plus les lancers francs provoqués, il est top 20 grosso modo, donc c'est quand même pas mal du tout. Et surtout parce qu'il y a la flotter, comme tu dis, il a plus de 52% d'efficacité sur la zone des flotteurs, la short distance.
Voilà, c'est un chiffre qui d'habitude, 50%, c'est énormissime hein, dans cette zone. Donc voilà. Et puis il y a aussi le long 2, et puis il y a aussi le 3 points. Et comme dit, il y a le pull-up à 3 points aussi qui permet, qui se développe de plus en plus, même qui cette année est bien installé. C'est pas juste 2-3 bribes par-ci par-là. On a vraiment une vraie respectabilité dans le périmètre par rapport à ça. Et c'est un mec qui en fait est, je trouve, un des meilleurs joueurs de pick and roll de NBA. Modulo un peu cet aspect de taille, comme tu dis, qui va être un peu, je pense, à une certaine limite par rapport à ça, parce que tu vois, hein, ce Jalen Brunson avec la technique qu'il a, le dribble, les nuances, l'agressivité, la puissance, s'il fait 6-8 plutôt que 6-3, bon, bah, c'est Luka Doncic, quoi. Il est premier de NBA, en fait, sur drive, et puis c'est un monstre. Et pareil au niveau du passing, je pense que c'est un excellentissime moteur d'attaque en NBA, mais je pense pas qu'on soit au niveau de top 2, top 3 NBA, parce qu'il y a certaines limitations de taille et autres qu'on a déjà un peu évoquées, pardon. Vas-y, viens. Non, mais du coup, c'est assez marrant parce que bah il y a quand même aussi beaucoup de fois où en fait, bah pour exploiter la gravité de Brunson, soit on utilisait le short roll avec Hartenstein, soit on utilisait Julius Randle sur du coup des short action où il se met juste à côté, mais il se met dans une situation de passe où lui il est pas en mouvement parce que Randle est pas forcément bon là-dessus. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ça la différence pour moi entre lui et Doncic. C'est un peu ce que tu dis, c'est que Doncic il va pas avoir d'intermédiaire et il va directement faire la passe corner opposé quoi. Bon après Doncic c'est une anomalie, mais voilà Brunson il va avoir besoin, pour moi, il aura toujours besoin de ce joueur qui est capable d'exploiter sa gravité parce que il peut pas le faire lui-même parce que quand il est pris à deux, souvent il peut pas passer au-dessus et la seule passe qu'il a, c'est à terre quoi, c'est à terre et il peut pas tu peux pas faire une passe à terre en parcourant tout le terrain quoi. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, je t'ai coupé, mais oui, pour moi, c'est un peu, pardon, la différence entre lui et les tout meilleurs playmakers de NBA, quoi. D'ailleurs, petite stat aussi, il fait plus de 10, en tout cas, il termine plus de 10 possessions par match en tant que porteur de balle du pick and roll. Il est à 1,05 points par possession, c'est dans le 90e centile. Voilà, c'est pas mal. Et Doncic est à 1,07, donc on n'est pas si loin non plus. Donc pour dire aussi à quel point est-ce qu'on a été efficace cette année avec lui. Et puis la défense, alors qu'est-ce qu'on pense de la défense ? La défense, c'est un peu pareil. Il a les limitations de son physique, c'est sûr. Et sur des séries de playoffs, on va tout le temps le cibler et essayer de l'impliquer en gros dans le jeu, que ce soit un pick and roll ou un double écran ou des choses comme ça. Mais je trouve que déjà c'est un bon défenseur qui fait comment dire positionnel quoi. Il sait se placer, il va toujours être bien placé et puis il y a le petit bonus quand même il se place tellement bien que il provoque énormément de passages en force. Tout simplement parce que les Knicks ils chargent beaucoup, c'est un peu une de ces équipes qui charge beaucoup le terrain et le porteur de balle et donc la raquette et donc si Brunson il est pas impliqué sur le ballon, il va être impliqué en dehors du ballon et donc lui il va venir faire la rotation très très tôt et provoquer le passage en force, etc. Donc là il y a ça évidemment, mais mine de rien on peut pas nier le fait que qu'il a un malus défensif de par sa taille quoi, de par sa taille où il se fait quand même beaucoup cibler, je trouve, Jalen Brunson. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a un compromis défensif, mais je pense qu'on l'accepte assez facilement. De par à quel point est-ce que la création offensive globale est très bonne. C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler sous le prisme de l'individu, de est-ce qu'il est efficace ou pas, quel registre de passe il a, quel est son skill set, mais on a quand même affaire à un mec qui a montré qu'il peut porter de bonnes attaques en termes j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais qui arrive à produire collectivement autour de ce pick and roll. Et surtout, en fait, j'ai en mémoire, tu vois, le côté, la défense des Bucks qui est en drop à Noël ou à d'autres occasions, mais qui se fait démanteler parce que t'as Brunson qui est un peu le roi du mi-distance et le roi de ce côté, je vais d'un côté et puis de l'autre, le dribble, etc. Donc voilà pour Brunson qu'on connaît assez bien. En tout cas, on a parlé de lui toute l'année, donc on va pas redétailler, mais voilà un peu pour le profil, grosso modo. Et donc, classement, où est-ce qu'on se situerait alors ? Et quand même, 100e centile, donc c'est à son poste, mais en on-off offensif. Plus 14,7 de différence entre quand il est là et il est pas là. Mais pardon, le classement. Je sais pas du tout. J'ai peur d'être trop sévère parce qu'on est toujours plus dur avec ses enfants.
Mais pour moi, deux joueurs qui se valent vraiment, je trouve, c'est lui et Donovan Mitchell. Je trouve que c'est vraiment deux joueurs qui, en termes de rendement, sont assez proches au final. Ouais, j'avais le même point de repère. Même point de repère. Je comptais un peu le coller. Après, est-ce qu'on le met au-dessus, est-ce qu'on le met en dessous? J'ai presque envie de le mettre un peu au-dessus parce qu'il a fait toute la saison en tant qu'héliocentrique alors que Mitchell un peu moins. Mais non, mais ça se vaut, je pense. Hein. Je pense qu'on est à peu près dans la bonne zone. Enfin, je trouve en tout cas. Puis je le trouve un peu plus fort dans tout ce qui est nuance et création pour lui que Mitchell. Je trouve qui est un peu moins comment dire. Ouais, un peu moins, j'ai presque envie de dire un peu moins technique, mais il a pas tout ce jeu de footwork, etc., qui peuvent un peu servir, même si Donovan Mitchell a aussi d'autres arguments, hein, évidemment. Mais ouais, moi je l'aurais mis juste devant Donovan Mitchell au final. Est-ce que je le monte plus? Devant ou derrière, c'est la question, ouais. Bon, on peut le mettre devant, alors. On peut le mettre devant. Pour moi, c'est un peu kiff-kiff, hein, pour le coup, mais ok. Très bien, et donc faisons comme ça. Et donc petit quiz pour finir, nous sommes le 4 avril 2024. Il n'a fait que 4 dunks dans la saison. J'ai pris un de ces 4. Donc c'est un dunk contre les Sacramento Kings. Qui est sur le terrain à ce moment-là, au moment du dunk féroce de Jalen Brunson? Est-ce que c'est le match où tu sais, il feinte d'appeler un écran, Keon Ellis se retourne et il part en panier. Ouais. Du coup, je vais dire Keon Ellis. Exactement, Keon Ellis. Ouais. Je vais dire Josh Hart. Oui. Faut que je me concentre. Je vais partir sur les Knicks. Du coup, je vais dire Josh Hart. Je vais dire, je crois que Anunoby est pas encore revenu puisqu'il revient vraiment juste avant. Non. Donc, je vais dire Hartenstein. Oui, Hartenstein, en effet. Je vais dire Dante DiVincenzo. Oui. Et allez, Precious Achiuwa. Non, pas Precious Achiuwa. C'est un mec, tu dis son nom quand tu vois un truc de dégoûtant. Tu vois, tu vois des spaghettis qu'on a laissés dans le jardin, qu'on moisit, tu dis ah Burks. Burks, tout à fait. Alec Burks, il est sur le terrain. Notre ami Alec Burks. Et du coup, aux Kings, Keon Ellis, Domantas Sabonis. Oui. De'Aaron Fox. Non, pas Fox. Malik Monk. Pas Monk non plus. Quelqu'un qui est parti à Toronto d'ailleurs. Qui a été échangé à Toronto. Contre McDaniels. Ah, Davion Mitchell. Exactement. Et en fait, il est parti contre le frère McDaniels. Et pas Jaden, bien sûr. Donc c'est Davion Mitchell, tout à fait. Ok. Harrison Barnes. Oui, Harrison Barnes. Et il m'en manque un. Trey Lyles, je vais dire. Non, pas Trey Lyles. Keegan Murray. Exactement, Keegan Murray, tout à fait.